À 23h47, le 14 mars 1944, le soldat Erik Anderson était tapi dans la boue gelée de Norvège. Entre ses doigts engourdis, il serrait une hache de jet forgée à la main, tandis que 9 sentinelles allemandes parcouraient d'un pas monotone le périmètre du camp d'internement de Grini. 3 semaines plus tôt, lors de sa capture, les SS avaient éclaté de rire en découvrant dans ses affaires la vieille hache viking de son grand-père. Ils l'avaient accrochée au mur du bureau du commandant comme une curiosité folklorique. Ils ignoraient qu'en moins d'une heure, Anderson récupérerait la hache, éliminerait ses 9 gardes sans tirer une seule balle et mènerait 17 résistants norvégiens vers la liberté à travers près de 20 kilomètres de territoire ennemi. Les Allemands ne comprendraient ce qui s'était passé qu'en tombant sur les corps. Erik était né en 1921 à Arjukan, une ville ouvrière de Télémark. Son père travaillait dans les usines d'aluminium. Son grand-père, Gunnar Anderson, tenait une petite forge, l'une des dernières du pays où l'on façonnait encore les outils à la main. Dès l'âge de 8 ans, Erik passait ses étés dans cette forge brûlante, apprenant à dompter le métal et à lancer des haches sur des rondins marqués. C'était un savoir presque disparu, devenu une attraction pour touristes, mais Gunnar le prenait très au sérieux. Il faisait s'entraîner le garçon des heures durant, lancé à 3 mètres, puis 6, puis 10. Erik rentrait les épaules en feu, les paumes ouvertes d'ampoules. Pourtant, à 16 ans, il savait planter une hache dans un cercle de 15 centimètres, depuis 12 mètres, 9 fois sur 10. Gunnar lui avait appris que le lancer n'était pas qu'une affaire de force. Il fallait comprendre les distances, sentir le vent, anticiper la rotation. Une rotation, écart pour 5 mètres, 2 pour 8, 3 pour 12. À force d'essais, Erik savait relâcher l'arme à la fraction de seconde où l'inclinaison du manche correspondait exactement à la distance de la cible. Pour ses 18 ans, son grand-père lui offrit une hache de jet spécialement conçue pour lui, plus légère qu'une hache de combat, parfaitement équilibrée avec un fer d'acier à haute teneur en carbone et un manche en frêne norvégien. L'ensemble pesait à peine 1 kilo. Erik n'imaginait pas que ce talent lui servirait un jour. Après l'école, il chargeait des wagons sur les docks de Rjukan et rêvait simplement d'un bateau de pêche et d'une petite maison. Lorsque l'Allemagne envahit la Norvège en avril 1940, il n'avait que 19 ans. Il vit les troupes de la Wehrmacht défiler dans sa ville, réquisitionner les usines, transformer les ouvriers en forçats du Reich. En 1941, il rejoignit la résistance, d'abord comme courrier, puis comme passeur d'armes, enfin comme aide pour les pilotes de la RAF cherchant à rejoindre la Suède. En février 1944, une opération de parachutage tourna mal. Quelqu'un avait parlé. La Gestapo arrêta 12 résistants ce soir-là, dont Lars Bergman, l'ami d'enfance d'Erik. Les prisonniers furent envoyés à Grini, à 8 milles au nord d'Oslo. Ce n'était pas un camp d'extermination, mais on y mourait régulièrement du froid, des maladies ou d'exécutions sporadiques. À son arrivée, Erik fut fouillé méthodiquement. Lorsqu'un officier SS, Klaus Richter, trouva la hache soigneusement enveloppée dans son sac, il l'examina comme un objet exotique. Erik expliqua qu'elle appartenait à son grand-père. Richter éclata de rire, la qualifia de « jouet viking » et l'accrocha au mur de son bureau, juste à côté d'un drapeau norvégien saisi quelque part. Erik ne répondit rien. Il observa simplement la pièce, mémorisant la distance de la fenêtre, la hauteur du crochet, la disposition des meubles. En mars 1944, environ 300 détenus étaient entassés à Grini. Le camp se composait de baraquements en bois cernés de doubles rangées de fils barbelés, de postes de garde aux 4 coins et d'un bâtiment administratif où travaillaient le commandant et les officiers. Les gardes se relayaient en 3 équipes. Celle de nuit était la plus réduite, une douzaine d'hommes seulement pour surveiller tout le périmètre. Ils suivaient des rondes prévisibles, vérifiaient les clôtures toutes les 30 minutes, fumaient près du portail et restaient près des braseros quand la température chutait. Pendant 3 semaines, Erik les observa, enregistrant chaque geste, chaque habitude. Les résistants détenus à Grini savaient qu'une exécution collective se préparait. La Gestapo possédait des preuves reliant 17 prisonniers à des sabotages contre l'usine de Nord-Hydro, cruciale pour le programme nucléaire allemand. Les ordres d'Oslo étaient tombés. L'exécution aurait lieu le 15 mars à l'aube. Les hommes seraient chargés dans des camions, conduits en forêt, abattus, puis enterrés à la hâte. Lars figurait sur la liste, Erik aussi. Il leur restait à peine 36 heures. S'évader de Grini, on disait que c'était impossible.
Les clôtures culminaient à 3 mètres, doublées de barbelés serrés, et les sentinelles tiraient sans sommation sur quiconque approchait la nuit. La dernière tentative, en février, s'était soldée par 3 prisonniers tués, capturés alors qu'ils sciaient le grillage, roués de coups, puis exécutés au matin devant tout le camp. Le message était clair. Pourtant, Éric avait remarqué un détail qui échappait aux autres. La tour de garde au coin nord-ouest possédait un angle mort. Le bâtiment administratif empêchait le projecteur d'éclairer un couloir d'une douzaine de mètres, totalement plongé dans l'ombre entre 23h30 et minuit, au moment du changement de poste. Le 13 mars, Éric réunit discrètement 5 autres détenus. Ils se retrouvèrent dans les latrines, profitant du rassemblement du soir pour parler à voix basse, tandis que les gardes tournaient au dehors. Il leur exposa l'existence de l'angle mort, la routine des sentinelles et cette fenêtre de 30 minutes durant laquelle le secteur nord-ouest devenait vulnérable. Un ancien policier d'Oslo, Alvar Nielsen, secoua la tête. Le fil barbelé était trop épais pour être coupé rapidement. Les gardes les entendraient aussitôt. Et même s'ils parvenaient à franchir la première clôture, il restait l'enceinte extérieure, les patrouilles, les chiens, l'étendue dégagée à traverser. En somme, impossible. Alors Éric leur parla de la hache du bureau de Richter et de ce qu'il comptait accomplir une fois à l'intérieur du bâtiment. Alvar le fixa longuement. « Tu es en train de dire que tu vas abattre 9 gardes avec une hache de jet ?»« Un par un, » répondit Éric calmement, avant qu'il ne puisse donner l'alarme. « C'est de la folie. C'est notre seule chance. » Les hommes s'observèrent, troublés. Lars, l'ami d'enfance d'Éric, demanda lentement « Tu es vraiment capable de faire ça ? Lancer une hache à 15 mètres et tuer un soldat ? » « Je l'ai déjà fait à 12, répondit Éric. 15, c'est plus difficile, mais possible. Il faut juste une rotation de plus. Déjà fait ? Répéta Olsen, un fermier massif. Tu as déjà tué des hommes ainsi ? Des bûches de pain, répondit Éric. Le principe était le même. Un silence pesant de 20 secondes s'installa. Puis Alvar hocha la tête. Si tu parviens à récupérer cette hache, si tu en neutralises ne serait-ce que la moitié, nous pourrons foncer vers la porte. Ça nous donnerait des armes et l'effet de surprise. Il hésita. Mais comment comptes-tu entrer dans le bureau de Richter ? Éric avait déjà tout prévu. Il y a une trappe de chargement du charbon, côté nord. Elle n'est pas surveillée. Elle se trouve dans la zone interdite aux prisonniers. Pendant la confusion du comptage de 23 heures, je peux me glisser jusqu'au sous-sol, remonter au 2e étage. Le bureau se trouve dans l'aile sud-est. J'ai vu où ils ont accroché la hache. Il inspira. Ensuite, j'abats tous les gardes visibles avant qu'un seul d'entre eux ne puisse crier. Ils convinrent de tenter l'évasion le 14 mars, la veille de l'exécution. Le choix était simple, fuir cette nuit-là ou mourir à l'aube. Le 14 mars, Éric passa la journée entière à observer les gardes. À chaque comptage, chaque distribution de repas, chaque rotation, il notait qui fumait, qui bavardait, qui se déplaçait seul. Puis il calcula les distances qui séparaient la fenêtre du bureau de chaque point de patrouille. 13 mètres pour le plus proche, plus de 20 pour le plus éloigné. Il n'avait jamais lancé avec précision au-delà de 15 mètres, mais il n'avait plus le choix. À 22h45, la température descendait à 2 degrés. Éric s'habilla légèrement, pour éviter tout frottement, et attacha autour de ses bottes des bandelettes arrachées à une couverture afin d'étouffer ses pas. Au rassemblement de 23 heures, il se posta près des latrines, juste à côté du bâtiment administratif. Quand les prisonniers furent renvoyés vers leur baraquement, il se glissa derrière la petite construction, se plaqua contre le mur et attendit. Les faisceaux des projecteurs balayèrent la cour, on entendit des ordres en allemand, des portes qui claquaient, puis le silence. À 23h12, le moment idéal arriva. Le garde de la tour nord-ouest tournait le dos pour allumer une cigarette, ce qui élargissait l'angle mort. Éric traversa alors les 12 mètres d'espace dégagés en 18 secondes, le corps ramassé, silencieux comme une ombre. La trappe du charbon était exactement là où il se souvenait, une petite porte de bois encastrée dans les fondations. Il la souleva lentement, laissant les gonds grincer naturellement, camouflés par le souffle du vent. Il se glissa à l'intérieur, referma derrière lui et descendit dans une obscurité totale. L'odeur de poussière froide et de moisissure remplissait le sous-sol. Les mains posées contre le mur de pierre, il avança à tâtons, comptant les pas. 12 vers l'est, viré à gauche, 20 jusqu'à l'escalier. Plus haut, les marches de bois gémissaient sous son poids. À chaque craquement, il s'immobilisait pour écouter. Rien. Les gardes ne patrouillaient jamais à l'intérieur la nuit. Pourquoi l'auraient-ils fait ?
Aucun prisonnier n'était censé pouvoir approcher ce bâtiment. À 23h28, Eric atteignit le 2e étage. Le bureau de Richter était la 3e porte à droite. Il testa la poignée, verrouillée. Il sortit alors un morceau de fil redressé qu'il avait subtilisé à un sommier et commença à travailler le mécanisme. Ses mains restaient étonnamment sûres, il avait déjà forcé des serrures lors d'opérations de résistance. Celle-ci, robuste mais simple, céda au bout d'1 minute et demie. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par la lune, filtrant à travers la fenêtre. La hache apparaissait nettement, suspendue entre 2 affiches de recrutement de la Wehrmacht. Le bois du manche poli par des années d'entraînement. Le fer encore acéré malgré l'abandon. Eric la décrocha, sentit son poids familier, vérifia l'équilibre d'un geste instinctif. Parfaite, exactement comme dans ses souvenirs. Il s'approcha ensuite de la fenêtre et observa l'extérieur. 9 gardes en tout. 3 fumaient près de la porte principale. 2 longeaient la clôture est. 1 se trouvait dans la tour nord-ouest. 1 inspectait les barbelés près des latrines. Les 2 derniers patrouillaient entre les 2 périmètres. Tous armés de fusils, certains avec des pistolets, tous déconcentrés. Aucun ne se doutait que la nuit venait de changer de visage. Pourquoi auraient-ils été vigilants ? Les prisonniers étaient enfermés dans leurs baraques, affamés, désarmés, brisés. Rien qui puisse inquiéter des sentinelles sûres d'elles. Eric entr'ouvrit la fenêtre avec précaution. Une bouffée d'air glacial s'engouffra dans la pièce. Il évalua les distances d'un regard entraîné. Le garde le plus proche se trouvait à 13 mètres, près du portail, son fusil pendu négligemment à l'épaule. Le second marchait le long de la clôture, à 14 mètres. Celui de la tour se tenait à une quinzaine de mètres en hauteur, bien plus difficile à atteindre. Quant aux 2 patrouilleurs du second périmètre, postés à plus de 18 mètres, ils étaient peut-être trop loin pour un tir précis. Il faudrait commencer par les plus près. Rapide, silencieux. Surprendre, frapper, disparaître. Il serra la hache, trouva instinctivement son point d'équilibre, visualisa la trajectoire. À 13 mètres, l'arme devait effectuer un peu plus de 2 rotations complètes. Le geste demandait une exactitude absolue. Le garde près de la porte se tourna de profil. Parfait. Eric recula d'un pas, arma son lancer comme son grand-père lui avait enseigné. La hache quitta sa main dans un souffle presque imperceptible. 2 rotations, écart. La lame se ficha dans la tempe du soldat avec une précision chirurgicale s'enfonçant profondément. L'homme s'effondra sans un bruit, son fusil tombant sur les pierres dans un cliquetis trop sonore. Eric se figea. Le garde situé à 14 mètres se retourna, surpris par le bruit. Mais Eric était déjà en mouvement. Il dévala les escaliers, ressortit par la trappe à charbon et traversa la cour jusqu'au premier corps. Autour de la tête du soldat, le sang formait une mare sombre qui fumait dans l'air glacé. D'un geste sec, Eric arracha la hache, récupéra le fusil, vérifia le chargeur, 8 balles. Il pivotait déjà lorsque le 2e garde apparut au coin du bâtiment administratif. En voyant le cadavre, le soldat leva son arme. Trop tard. La hache tourna dans l'air 2 rotations et demie cette fois. Elle frappa en plein thorax, juste sous le sternum, traversant cage thoracique et cœur. Le garde émit un râle, chercha son souffle, s'écroula en arrière. Eric le rejoignit en quelques secondes, retira la hache, prit le fusil et les munitions. 2 morts. Il en restait 7. Toujours aucune alarme. Mais le garde de la tour avait aperçu un mouvement. Le projecteur pivota brusquement vers le bâtiment. Eric se jeta à plat ventre, se colla contre le sol, faisant corps avec l'ombre et la neige. Le faisceau passa, revint, hésita. Le soldat appela en allemand. Aucune réponse. Il appela encore, plus fort. Profitant du bref répit, Eric roula derrière l'angle du bâtiment. Le projecteur revint juste au moment où il disparaissait. Il entendit le cliquetis du verrou d'un fusil. Puis des ordres criés en direction du portail. 3 gardes se mirent en mouvement, s'écartant pour inspecter le secteur. Eric disposait de 20 secondes au maximum avant qu'il ne découvre les corps. Il surgit de sa cachette, épaula le fusil volé, tira 2 fois. L'un des gardes s'écroula. Un second plongea derrière la guérite. Le 3e détala vers les baraques en hurlant. Eric tenta de l'aligner, tira, manqua. Le soldat atteignit les dortoirs et se mit à marteler la porte en appelant du renfort. La tour ouvrit le feu. Les balles frappèrent la terre gelée, projetant des gerbes de boue. Eric se précipita vers la clôture, se laissa tomber derrière un fossé de drainage, se redressa à genoux,
la hache en main. Le tireur de la tour était à 16 mètres, perché à environ 4 mètres et demi. Lancer difficile, angle traître. Éric se leva, arma son geste, lança. La hache décrivit 3 rotations lentes, montant légèrement, puis retomba. Elle se planta dans l'épaule du garde, pas dans sa tête. Pas un coup mortel. Le soldat hurla, lâcha son fusil, tenta d'arracher l'arme enfoncée dans sa chair. Éric saisit alors l'autre fusil volé, visa et tira 4 fois. 2 balles atteignirent leur cible. Le garde bascula en arrière, traversa la rambarde de la tour, s'écrasa au sol dans un fracas sourd rappelant des branches brisées. Éric courut récupérer sa hache et l'acheva d'un coup net. 4 morts, 5 encore debout. Les 2 gardes du périmètre extérieur accouraient, attirés par les coups de feu. Le soldat posté au dortoir criait toujours, cherchant à organiser une riposte. Le dernier garde du portail tirait à l'aveuglette depuis sa position de couverture. Éric compta les détonations. Celui de la porte avait tiré 6 fois. Il devait lui rester 4 balles. Les 2 patrouilleurs extérieurs n'étaient pentés plus qu'à une douzaine de mètres, armes levées. Il prit sa décision. Il fonça vers la porte principale, profitant de la guérite pour se protéger. Le garde, croyant avoir une ouverture, se pencha pour tirer, exposant sa tête. À 9 mètres, Éric lança la hache. La rotation fut parfaite. La lame fendit le crâne verticalement et s'enfonça jusqu'au manche. Mort instantanée. Éric récupéra l'arme, prit les munitions, se retourna, les 2 autres gardes n'étaient plus qu'à une douzaine de mètres, tirant en avançant. Les balles sifflaient près de ses oreilles. Il rechargea rapidement les 2 fusils, se dissimula derrière la guérite et attendit. Les 2 soldats approchaient sans prudence, persuadés de le coincer. À 10 mètres, Éric surgit et tira avec les 2 armes à la fois. L'un reçut 3 balles dans la poitrine, l'autre 2 dans le ventre. Il tomba en hurlant. Éric s'avança vers le blessé qui rampait vers son fusil. Le garçon n'avait pas plus de 20 ans. La terreur déformait son visage. Il supplia quelque chose en allemand. Éric ne comprenait pas les mots, mais devinait parfaitement le sens. Il leva la hache. Le garde ferma les yeux. Éric abattit sa hache d'un seul coup. Le cri s'interrompit net. 6 gardes morts. Il en restait 3. Près des baraquements, le soldat qui appelait du renfort avait cessé de frapper la porte. Il comprenait maintenant, ses camarades tombaient l'un après l'autre, quelqu'un les éliminait méthodiquement. Puis Éric l'entendit s'enfuir, ses bottes claquant sur la glace, courant vers les quartiers du commandant pour déclencher l'alarme générale. Éric se lança à sa poursuite. Le garde disposait d'une avance d'une 40aine de mètres, mais Éric, poussé par l'urgence et 3 semaines de faim transformées en rage froide, gagnait du terrain. 30 mètres. 20. Le soldat se retourna, vit Éric fondre sur lui, accéléra, glissa sur une plaque de glace, tomba, se releva maladroitement, 3 secondes perdues. À 8 mètres, Éric lança. Une rotation. La hache frappa entre les omoplates, sectionnant la colonne vertébrale. Le garde s'affaissa, glissa face contre glace, immobile. Éric reprit son souffle, le torse en feu. Il arracha la hache, se redressa. 7 morts. 2 encore en vie, probablement retranchés dans le bureau du commandant, peut-être déjà au téléphone. Il sprinta jusqu'au bâtiment, heurta la porte d'un coup de pied. À l'intérieur, 2 soldats se débattaient pour saisir leurs armes. L'un décrocha son pistolet. Éric lança depuis 5 mètres. Une seule rotation. La hache se planta dans sa gorge, écrasant la trachée, le clouant littéralement au mur. Le dernier avait un fusil prêté à l'épaule. Il tira. Éric se jeta à gauche. La balle traversa le vide où il se trouvait un instant plus tôt, perfora la cloison. Éric roula, saisit un des fusils volés, tira 3 fois. 3 impacts plein torse. Le garde chancela, s'écroula, immobile. Silence. Éric resta debout, seul au milieu de la pièce, cerné de cadavres allemands, serrant la hache de son grand-père. Du sang dégoulinait le long du manche. Ses mains tremblaient. Toute l'opération n'avait duré que 8 minutes, du premier lancer au dernier tir. 9 gardes morts. Aucune alarme. Le reste du camp ignorait tout. Il repartit aussitôt vers les baraquements, défonça les portes, cria en norvégien. Les prisonniers se précipitèrent dehors, hagards, terrifiés, découvrant les corps éparpillés dans la neige. Lars le rejoignit en premier, l'attrapa par les épaules. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Exactement ce que j'avais dit. On a 10 minutes avant que quelqu'un remarque la disparition des gardes. Amenez tout le monde au portail. Les 17 hommes promis à l'exécution se rassemblèrent à la porte principale. Éric força l'armoire d'armes, distribua fusils et pistolets. La plupart avaient une formation militaire.
Ils formèrent une ligne défensive pendant qu'Éric crocheta le cadenas. Après 2 minutes de travail fébrile, le verrou céda. La porte s'ouvrit. La liberté les attendait. Ils coururent dans la forêt norvégienne. Il était 00h23, le 15 mars 1944. Il faisait 4 degrés. Aucun d'eux n'était habillé pour l'hiver, beaucoup n'avaient rien avalé de consistant depuis des semaines, mais l'instinct de survie dictait leur cadence. Éric les guida vers le nord-ouest, droit vers la frontière suédoise, à près de 20 kilomètres. Il portait 2 fusils, sa hache et 120 cartouches. Les 3 premiers kilomètres furent simples. Forêt sombre, pas de route, pas de patrouille. Mais vers 1h15, des aboiements retentirent derrière eux. Les Allemands avaient trame découvert le carnage. Ils lâchèrent les chiens, les soldats. Éric compta au moins 20 poursuivants, peut-être plus. Impossible de les distancer. Il faudrait tenir la position. Il choisit un passage étroit près d'un ruisseau glacé, un goulot naturel que les Allemands seraient obligés d'emprunter. Il plaça ses 17 hommes en demi-cercle, recommanda de viser bas et de ménager les balles. Les chiens arrivèrent d'abord, 3 bergers allemands tirant sur leurs laisses. Les maîtres suivaient, à 5 mètres derrière, silhouette claire dans la lune. Éric tira 2 fois. Les 2 hommes tombèrent. Les chiens désorientés s'enfuirent. Le feu allemand jaillit des arbres. Les balles déchiraient les branches au-dessus des réfugiés. Les Norvégiens ripostèrent, tirant sur les éclairs de bouche. L'échange dura 4 minutes. Puis les Allemands reculèrent, laissant 5 morts, incapables de percer la défense. Ils tentèrent une manœuvre par l'est. Éric redéploya ses hommes, les contint. À 2h30, les tirs cessèrent complètement. Soit les Allemands manquaient de munitions, soit ils refusaient de perdre davantage d'hommes. Éric attendit 20 minutes, puis ordonna la retraite vers une zone plus profonde de la forêt. 3 réfugiés étaient blessés, pas grièvement, mais assez pour ralentir le groupe. Lars et un autre transportaient Peterson touché à la jambe. Éric ouvrait la marche, surveillant les ombres, ajustant la route. À 4 heures du matin, ils atteignirent un lac gelé. La Suède se trouvait à 6 milles derrière la rive opposée. La glace semblait solide, mais Éric n'en était pas certain. Février avait été doux, la couche pouvait céder. Il testa du bout du pied, la glace fléchit, mais ne rompit pas. Contourner le lac leur ferait perdre des heures qu'ils n'avaient pas. Le jour se lèverait à 6h30 et les Allemands les repéreraient immédiatement. Ils s'engagèrent donc en file indienne, répartissant leur poids. La glace gémissait, se plaignait sous leurs pas. À mi-chemin, un craquement sourd retentit. « Stop, allongez-vous » ordonna Éric. Tous se plaquèrent au sol, laissant la glace se stabiliser. 3 longues minutes passèrent, puis ils reprirent, très lentement. Et l'un après l'autre, ils atteignirent la rive. Personne ne passa à travers la glace. Les derniers 8 kilomètres ne furent de plus qu'un mélange de souffrance et de confusion. Les jambes d'Éric brûlaient, ses pieds n'étaient plus que 2 blocs insensibles, ses doigts avaient perdu toute sensation. D'autres étaient dans un état pire encore. Peterson, blessé à la jambe, avait perdu connaissance et 2 hommes le portaient tant bien que mal. Olsen, le fermier robuste, toussait du sang, sans doute une pneumonie déclarée. Il n'y avait plus qu'une urgence, trouver un abri, de la chaleur, des soins. À 7h42, le 15 mars 1944, ils franchirent enfin la frontière suédoise. À 200 mètres du poste, une patrouille suédoise les repéra. Les soldats abaissèrent aussitôt leurs armes, en voyant l'état pitoyable des fugitifs. L'un appela les secours par radio. Un autre tendit une gourde à Éric. Il but, s'effondra contre un arbre. Pour la première fois depuis des heures, il se permit d'arrêter de courir. Les 17 hommes avaient survécu. Les autorités suédoises les transportèrent à l'hôpital de Kiruna, où l'on soigna blessures, gelures et fièvre. Éric perdit 3 orteils, Olsen fit une pneumonie sévère, mais s'en remit en 2 semaines. La jambe de Peterson guérit sans infection. Ils restèrent 6 semaines en Suède avant d'être envoyés en Angleterre rejoindre les forces norvégiennes en exil. L'interrogatoire d'Éric eut lieu à Londres en avril 1944. Les officiers du renseignement britannique refusèrent d'abord d'y croire. 9 gardes allemands tués avec une hache de jet, impossible en théorie. Ils l'interrogèrent encore et encore, traquant la moindre contradiction. Mais Éric répétait inlassablement la même version. Alors les enquêteurs firent bas venir les 16 autres survivants. Tous confirmèrent. Les Allemands étaient tombés exactement comme Éric l'avait raconté. À la fin du mois, les services de renseignement norvégiens rédigèrent un rapport détaillé.
On y décrivait l'évasion, les combats, la poursuite, la survie. On y rappelait qu'aucune fuite de Grigny n'avait jamais abouti, et l'on y recommandait Éric pour la plus haute décoration militaire du pays, la Croix de guerre avec épée. La cérémonie eut lieu à Londres le 3 juin 1944, 2 jours avant le débarquement. Le roi Haakon VII, en exil, lui remit la médaille personnellement. Éric se tint au garde à vous pendant que l'insigne était fixé à son uniforme. Autour de lui, les 16 survivants étaient présents. Plusieurs pleuraient. Après la guerre, Éric n'évoqua plus jamais cette nuit-là. En 1945, il rentra à Arjoukan. Il retrouva son père toujours à l'usine d'aluminium, découvrit que son grand-père était mort durant l'occupation. La vieille forge, abandonnée, n'était plus qu'un amas d'outils rouillés. Les techniques vikings qu'on y pratiquait autrefois n'étaient plus que des souvenirs. Éric la nettoya, vendit ce qu'il pouvait et acheta un petit bateau de pêche. Il passa le reste de sa vie sur les eaux norvégiennes, à pêcher la morue et le maquereau, vivant seul dans une cabane près de la côte. Les anciens prisonniers restèrent liés. Chaque 15 mars, ils se réunissaient à Oslo, 17 hommes qui n'auraient jamais dû survivre. Ils buvaient, parlaient un peu, se souvenaient de cette nuit glacée où Eric Anderson avait tué 9 gardes sans déclencher la moindre alarme. Lars Bergman devint instituteur et racontait la guerre à ses élèves en citant toujours le nom d'Eric. Alvar Nielsen réintégra la police d'Oslo et finit chef de la brigade criminelle. Peterson retourna cultiver ses terres. Tous gardaient en mémoire l'homme qui les avait sauvés avec la hache de son grand-père. Eric mourut en 1983, à 62 ans, terrassé par une crise cardiaque alors qu'il tirait ses filets. Ses funérailles à Arjoukan réunirent 200 personnes. 12 des 17 survivants étaient là, vieillard voûté aux cheveux blancs. On l'enterra avec sa croix de guerre et la hache de jet forgée par son grand-père. Le prêtre parla de courage et de sacrifice. Les survivants restèrent en silencieux. Ils n'avaient rien à ajouter. Ils savaient ce qu'Éric avait accompli. Les archives allemandes récupérées après la guerre confirmèrent tous les détails. 9 sentinelles tuées dans la nuit du 14 au 15 mars 1944 par une arme tranchante d'origine inconnue. Une enquête ultérieure conclut qu'il s'agissait très probablement d'une hache de jet. Les autorités allemandes ne comprirent jamais comment un prisonnier avait obtenu une telle arme ni comment il avait pu tuer des soldats entraînés à plus de 15 mètres de distance. Elles renforcèrent la surveillance de Grigny, ajoutèrent des projecteurs, doublèrent les patrouilles, sans pouvoir empêcher la rumeur de se répandre. D'abord dans le camp, puis dans toute la Norvège occupée. La résistance se servit de l'histoire pour galvaniser le moral. Un seul homme, armé d'une simple hache, avait libéré 17 patriotes et abattu 9 Allemands. Aujourd'hui encore, certains historiens doutent. Les spécialistes du lancer de hache rappellent que 15 mètres frôlent la limite extrême de précision. Même les athlètes olympiques dépassent rarement 12 mètres. Mais Éric ne participait pas à un concours. Il se battait pour vivre et pour sauver les autres. Les faits étaient là. Les lois de la mécanique le permettaient, les témoins étaient unanimes, et les rapports allemands mentionnaient 9 soldats tués par une arme à lame en 8 minutes. Cette histoire compte parce qu'elle montre ce que peut accomplir le courage d'un seul homme face à l'impossible. Eric Anderson n'était pas un soldat d'élite, seulement un docker qui avait appris un savoir ancestral auprès de son grand-père. Il se servit de ce don pour sauver 16 vies, puis retourna à une existence modeste, sans jamais chercher la gloire. Mais les hommes qu'il avait sauvés ne l'oublièrent jamais. Et nous non plus, nous ne devrions l'oublier.